Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Agriculture du cannabis, légendes et réalités, c'est le titre d'une conférence donnée il y a quelques jours à Rabat par M. Driss Benhima en sa qualité d'ancien directeur général de l'Agence de promotion et de développement des provinces du Nord. Il avait, sous son mandat, publié la première étude sur la culture du cannabis au Maroc en partenariat avec une agence de l'ONU, ainsi que 3 rapports qui alertaient sur les conséquences de cette culture pour la région du Rif. Aujourd'hui, Driss Benhima met encore en garde contre la légalisation de cette culture, une légalisation qui, selon lui, ne résoudrait en rien les problèmes auxquels fait face cette région du Nord. Et pour nous parler ce matin de sa position, mais aussi des constats qu'il était et des pistes de solutions envisagées, nous avons le plaisir de le recevoir ce matin sur notre plateau. Monsieur Benhima, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors juste, je voudrais partir du titre de cette conférence que vous avez donnée il y a quelques jours, Culture du cannabis, légendes et réalités. Alors c'est quoi les légendes? C'est quoi ces vérités reçues qu'on a sur cette culture au Maroc? Oui, d'abord, on confond les revenus commerciaux du cannabis dans les rues européennes. On parle de 120 milliards de dirhams. Et puis les revenus agricoles. En termes agricoles, le cannabis n'est pas réellement une affaire. On parle de 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires pour le début des années 2000, mais je ne crois pas que les choses aient beaucoup changé, dont la moitié ou 2 tiers sont pris dans les charges d'exploitation. On a des idées aussi sur la sociologie. On pense qu'il s'agit exclusivement de petits fermiers, propriétaires de leurs terres. On pense aussi que le cannabis est particulièrement adapté au Rif en termes de culture. Tout cela est faux. S'il y a du cannabis dans les montagnes du Rif, c'est uniquement parce que c'est un endroit où il a été historiquement toléré. C'est tout. Mais le cannabis peut pousser partout. Et pour ce qui est des ouvriers propriétaires, ça n'est plus le cas. Il y a aussi une mutation. Ce sont des ouvriers qui exploitent des terres? Alors, il a failli y avoir une mutation des propriétaires exploitants vers des terres louées avec des salariés agricoles qui ne soient pas propriétaires de leurs terres. Mais je dois dire que les succès du gouvernement dans la réduction des surfaces, puisqu'on pense qu'aujourd'hui, on a réduit au moins de moitié les surfaces cultivées par le cannabis, eh bien, elles ont été orientées surtout sur les surfaces louées. Aujourd'hui, je crois qu'on est revenu à une sociologie dans laquelle on a affaire effectivement à des propriétaires exploitants, mais avec des différences aussi, c'est que par rapport au début des années 2000, les rendements ont fortement augmenté et les teneurs en THC, là, le principe actif du cannabis, a aussi fortement augmenté. Parce qu'on a changé la nature de ce qui est cultivé. On ne cultive plus le cannabis marocain dans le Nord. On cultive des variétés qui ont été hybrides, qui ont été étudiées en laboratoire, en recherche agronomique dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qui prévaut majoritairement dans le regard que vous portez sur cette culture du cannabis? Est-ce que c'est la question de la santé publique? Est-ce que c'est la question environnementale? Ou est-ce que c'est aussi la question de la politique publique et de la politique sociale pour ces populations du Rif? Ces 3 axes sont importants. Mais vous savez, en mathématiques, on dit qu'il faut séparer les variables. Et effectivement, si on mélange les trois aspects, on ne comprend plus grand-chose. Donc le problème de santé publique, le problème de débouchés médicinaux ou industriels du cannabis, ça c'est un bon sujet. Mais ça ne résout pas... Vous n'êtes pas a priori contre des cultures à vocation pharmaceutique? Je ne veux pas que cet aspect pollue le problème posé par les 2 autres variables, à savoir le problème social dans le Rif et surtout le problème environnemental. En d'autres termes, même si le cannabis était un produit totalement inoffensif, il faut se dépêcher d'arrêter d'en cultiver dans les montagnes du nord du pays. Alors, les raisons environnementales, quelques chiffres, j'ai lu dans les différentes études que vous avez menées, c'est 40% des forêts qui ont disparu en 30 ans. Je ne suis pas le premier à le dire. Déjà, le président actuel de la Chambre des représentants, Habib Malki, dans un ouvrage sur le Maroc méditerranéen, qui a été fait fin des années 80, mettait en garde sur la déforestation et déjà il pensait qu'on avait perdu 40% de la forêt du Rif. Et 1000 hectares par an. 1000 hectares par an qui continuent à disparaître. 1000 hectares par an, ce sont les chiffres d'aujourd'hui, tels qu'ils sont retenus, parce que le cannabis appauvrit le sol, et au bout d'un certain temps, les rendements décroissent, et le paysan s'attaque à la forêt environnante pour la défricher, enlever les arbres, et planter du cannabis à la place. Et sur les zones où il y avait du cannabis, eh bien, les pluies, qui sont assez fortes dans le Rif, et surtout le fait que les pentes sont très raides, c'est une montagne jeune, aux pentes très raides, fait qu'on a une forte érosion des sols. On estime que sur ces zones-là, on perd entre 40 tonnes à 60 tonnes de terre végétale par an
par l'érosion. Donc, urgence environnementale et la question sociale aussi, c'est une population, d'après, je cite encore l'étude que vous avez menée en 2003 quand vous étiez directeur de l'agence, c'est 47 000 tonnes produites sur 134 000 hectares et qui font vivre 800 000 personnes, oui, avec une densité de population très forte. C'est vrai que ces rapports sont un peu vieux maintenant, hein, une quinzaine d'années, mais malheureusement, il n'y a pas de rapport très récent. Hein, et deuxièmement, je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé. Alors, c'est peut-être pas 800 000 personnes concernées, c'est peut-être 600 000, c'est peut-être pas 60 000 familles, c'est peut-être que 40 000, 45 000, mais en tout cas, c'est beaucoup de monde. Et le fait qu'ils soient sur une agriculture illicite fait qu'ils font l'objet et qu'ils défrichent la forêt. Hein, font qu'ils ne respectent pas un certain nombre de lois et de règlements, et vous avez une population qui fait l'objet de PV de recherche. J'ai vu un chiffre, on parle de 40 000 individus, franchement c'est un chiffre que je ne peux pas confirmer, mais en tout cas c'est beaucoup de monde qui se retrouve de ce fait désocialisé. Il n'est pas en prison, hein, mais il est enfermé chez lui pratiquement, hein, et il ne peut pas jouir de ses droits de citoyen comme quelqu'un qui serait dans une activité licite. Donc le fait que l'agriculture du cannabis soit une activité illicite, eh bien, conduit à désocialiser une partie de la population, et ça a comme conséquence aussi négative qu'on n'a pas en face de soi les relais, ce que j'appelle les corps intermédiaires, capables de représenter la voix des populations dans la recherche de solutions. Donc il y a un dialogue de sourds, parce que d'un côté il y a une population qui se cache, qui ne prend pas la parole, et qui est en plein malentendu avec l'État sur son activité, et en particulier en plein malentendu en ce qui concerne la gestion des forêts. Alors donc ce qu'il faut, et ça fait partie de vos propositions, c'est de décriminaliser ces individus sans rendre licite cette culture. Donc on fait comment? On propose une amnistie pour pouvoir commencer à dialoguer avec ces populations? Alors, quand je vois des gens très importants, très honorables, proposer la légalisation parce qu'il y a cette désocialisation, cette criminalisation, je me dis, on n'a peut-être pas besoin. On peut peut-être décriminaliser les individus, mais continuer à manifester pour des raisons strictement environnementales dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas polluer par le débat sur la santé. Parce que si on dit que le cannabis n'est pas aussi dangereux qu'on le croit, qu'on peut trouver une activité, des débouchés industriels ou médicinaux, que la plupart des grands pays sont en train de se diriger vers une légalisation de ce qu'on appelle le cannabis récréatif. On l'appelle ce cannabis récréatif pour ne pas l'appeler drogue. Eh bien, on va dépasser par le débat, on va se retrouver devant la légalisation. Mais une légalisation qui contribuerait à renforcer cette agriculture ou à la rendre légale serait une catastrophe pour le RIF. Donc je disais, il faut, à mon avis, continuer à interdire cette activité, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. Par contre, il faut rétablir le dialogue ou établir le dialogue avec les populations, et ça ne peut pas se faire si elles ne sont pas décriminalisées. Et proposer des solutions. Alors justement, lesquelles? Est-ce que des cultures alternatives dans cette région, c'est quelque chose qui peut marcher, et quel serait le coût aussi? Ce que je pense dans les actions qui pourraient être menées, et je vous dis tout ça est issu d'un cours sur les politiques publiques, donc j'incite mes étudiants à imaginer quelles pourraient être des politiques publiques. Je vois des choses que l'État sait faire, où il fait très bien. Ce serait la subvention directe à l'hectare, là où le paysan abandonnerait sa culture de cannabis. J'ai dit des chiffres. Je dis que ça coûterait 1 milliard de dirhams par an. Je ne peux pas les confirmer non plus, parce qu'il faut repartir sur le terrain, faire des enquêtes sociologiques, des enquêtes de quantité, n'est-ce pas, quantitatives, pour voir quelle serait effectivement cette subvention. Donc une subvention directe, et puis une aide à la concentration des habitations. Un des problèmes essentiels du RIF, et qui touche l'accès aux services, qui sont difficiles, dans une montagne qui est inhospitalière, comme je l'ai dit, sur une population qui est très dispersée, qui est très dense. Le RIF est très peuplé. Eh bien déjà, oui, commençons par... 132 habitants au kilomètre carré. Oui, c'est-à-dire que, je l'ai dit, c'est plus que dans les Doukala. On ne peut pas comparer l'aptitude agricole des Doukala avec celle du RIF. Mais je pense que c'est une chose que l'État sait faire et qu'il peut faire, c'est promouvoir ce qu'on appelle les centres ruraux émergents. Il y a d'ailleurs une politique nationale sur le sujet, c'est-à-dire favoriser la concentration des habitations, de manière très consensuelle, parce qu'on ne force jamais les gens
à habiter là où ils ne veulent pas habiter, mais on peut avoir une facilitation, une promotion des centres ruraux émergents en y mettant un certain nombre de services et en favorisant la construction d'habitations sur ces centres. Alors, ces subventions directes, elles seraient dépendantes ou conditionnées par l'exercice d'activités génératrices de revenus? Mais vous m'avez posé une question sur les activités alternatives. Premièrement, je ne suis pas sûr que ça résoudrait le problème, parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de population et que le milieu ambiant, l'environnement, n'est pas favorable. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, il n'y aura pas d'activités alternatives si elles ne sont pas abordées suivant une approche inclusive. C'est-à-dire que l'époque où l'État pouvait venir et dire aux gens « voilà ce qu'il faut faire », voilà les excellentes idées que nous avons, faire du safran, faire de l'arganier, pourquoi pas, de l'arganier dans le Nord, moi je suis sûr que ça pousserait. Eh bien, il y a plein de bonnes idées qu'on peut inventer, créer de manière technocratique dans nos laboratoires, dans nos universités, centres de recherche. Mais pour les implanter sur le terrain, il faut absolument qu'il y ait une appropriation de ces idées par les populations. Donc il faut qu'il y ait des relais, il faut que les populations s'expriment, il faut qu'elles réfléchissent à leur avenir, il faut qu'elles soient embarquées dans ce processus de création d'activités alternatives que moi j'assimile à un processus de libération. C'est-à-dire que l'enjeu pour le RIF, c'est de se libérer de cette malédiction que constitue l'agriculture du cannabis. Quels seraient les acteurs, dernière question, à mobiliser, les différents acteurs institutionnels, les ministères, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une politique publique qui pourrait porter ces propositions? Je crois que là aussi, l'État marocain, le gouvernement, avec des initiatives, a déjà inventé les concepts qu'il fallait. Dans l'industrie, par exemple, on est en train de parler de créer des écosystèmes. Un écosystème industriel. Là, il faudrait aussi un écosystème de développement durable. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes sont très nombreuses, je ne peux pas les citer ici, mais il y a pratiquement toutes les administrations. Il y a les représentants des populations, il y a les élus. Il y a un rôle très important que doit jouer la région, et je crois que là aussi, parmi les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, qu'il n'y avait pas il y a 15 ans, il y a ce concept d'écosystème, et il y a la régionalisation avancée, qui, à mon avis, est là pour résoudre ce type de problèmes qui sont à la fois importants, régionaux, et qui demandent une participation consensuelle, une adhésion sans arrière-pensée, sans méfiance, une adhésion de confiance des populations aux solutions qui pourraient être trouvées. Les populations ne doivent pas être assistées, elles doivent être embarquées. Merci beaucoup, Monsieur Benhima, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette culture du cannabis dans le RIF. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.